Messieurs, dames, dire qu'il y a encore quelques années, je faisais partie des gens qui n'avaient pas été spécialement marqués par la performance de Diego Luna et le personnage de Cassian Andor. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. J'ai clairement changé d'avis. Non, maintenant je l'aime bien, le gars. Hello there. Bon, prenez l'un des personnages m'ayant le moins parlé de l'univers Star Wars, et ce malgré la puissance de Rogue One. Prenez un script casse-gueule, ne me passionnant pas des masses, une bande-annonce élégante sans me faire grimper au rideau, et 2 premiers épisodes au rythme lent, voire très lent, même si habilement réalisé. Avec ces ingrédients, il semblerait donc difficile d'imaginer ma prochaine réplique. Et pourtant oui, vous aviez raison, Andor fut bel et bien petit bijou du genre. Et de loin meilleure proposition artistique proposée depuis un certain Mandalorian, rien que ça. Le plus fort, c'est que les deux shows n'ont d'ailleurs rien en commun, que l'on parle du fond, de la forme, du propos et de leurs ambitions. Mieux, c'est parfois à se demander si, avec cette fresque récente, nous sommes toujours devant du Star Wars. Tony Gilroy et son équipe offrant nouvelles mises en scène, âme et perspective à une époque pourtant bien connue des spectateurs. Oui, avec Andor, place à l'intime, au contemplatif, et à un réalisme absolu au cœur de cette galaxie lointaine. Voilà pourquoi j'organiserai cette analyse autour de ce qui m'aura le plus marqué dans cette première saison. Comment cette pépite fut-elle capable de réinventer complètement notre vision de l'univers? Comment put-elle retranscrire à la perfection plonger dans l'intime de Star Wars? Messieurs, dames, c'était effectivement un petit bijou. S'il est vrai que la période d'entre-deux-guerres fut régulièrement développée, de Rebels à Kenobi en passant évidemment par Rogue One, et si beaucoup pourraient se demander pourquoi toujours relater cette époque historique, jamais le quotidien de cet univers et de ses personnages ne fut à mes yeux écrit de cette façon, assénant enfin bol d'air tant attendu. Certes, nous assistons à divers sujets faisant l'essence même de Star Wars, comme les prémices de la rébellion, ici représentées par Luten, Mon Mothma ou encore Saw Gerrera, figures nouvelles ou emblématiques de la cause. Nous découvrons également l'origine plus concrète de Cassian Andor, présentée dans l'œuvre de Gareth Edwards, portée par un très bon Diego Luna. Mais ce n'est pas ce qui frappe d'entrée de jeu. Ce qui change la donne, c'est l'envers du décor, et cette façon ultra réaliste d'amener ces situations. Ne misant pas uniquement sur scènes de combat à outrance et autres moments épiques, Andor laisse part belle à l'intimité de la guerre. Ici, nous sommes au cœur d'une lutte pouvant être la nôtre, personnes ordinaires subissant l'Empire, peuplade oppressée, difficultés et sacrifices des rebelles pour une cause noble, poids et conséquences de ses actions, enjeux politiques, culturels et carriéristes, le tout filmé au plus près des personnages et de façon très juste, à échelle humaine. Cyril Karn en est, par exemple, parfaite représentation, inspecteur adjoint travaillant pour la sécurité interne de Prémor. As-tu le moindre projet concernant ton avenir ? Je vais me débrouiller. De par son étude, Andor dévoile l'intimité d'un échec, d'une situation familiale étonnante, d'un licenciement impérial ou encore d'une vengeance obsessionnelle vue de façon réaliste. Excite la magie d'un monde rempli de pouvoirs, de féeries et de croyances mystiques, le quotidien dépeint ici est avant tout sordide, si bien qu'en certaines occasions, le spectateur en oublie presque Star Wars, participant à un thriller humain inattendu. Il en va de même via les actions des rebelles, étudiées de façon bien plus dramatique et plus sombre qu'autrefois. Ne tombant pas dans le piège du manichéisme, les héros deviennent anti-héros, s'assument comme voleurs ou terroristes pour le bien du plus grand nombre, offrant des vies pour des lendemains meilleurs et abandonnant leur avenir personnel. Naissance d'une guerre commençant bien par l'intime, les larmes, la souffrance et un réalisme hallucinant de justesse. Gareth Edwards avait posé les mêmes bases lors de Rogue One, mais Andor les sublime d'autant plus. J'ai renoncé à l'espoir de connaître la paix de l'âme et j'ai fermé mon cœur à la lumière. Je suis maudit pour ce que j'ai choisi de faire. Car le souhait d'Andor réside également, grande force du show, à montrer une nouvelle tranche de vie assez éloignée de la beauté et de l'imaginaire des films précédents. L'arc de la prison, parmi les meilleurs des 12 épisodes, laissera par exemple non seulement place à l'acting fantastique d'Andy Serkis, mémorable dans son rôle de contremaître touchant et revanchard. Si vous voyez l'un des nôtres qui est perdu, qui ne sait pas quoi faire, vous le sortez de sa torpeur, vous le mettez en mouvement jusqu'à ce que tout le monde ait quitté cette prison.
Et en parlant du personnage d'Andy Serkis, j'aurais peut-être aimé juste savoir ce qui devient, hein, parce que je sais pas nager, c'est à la bonne heure, hein, c'est vrai que c'est con, je comprends pas qu'il y ait pas pensé avant d'ailleurs, mais ça fait partie des petites choses, voilà, dans Andor, si je devais peut-être donner une petite note négative, la disparition très expéditive de nombreux personnages, alors c'est probablement voulu comme ça, il y en a qui disparaissent en hors-champ, il y en a qui disparaissent hors épisode, il y en a qui disparaissent de façon très brutale dans la série, et étant donné le développement extrêmement intéressant de certains protagonistes, ça peut être un petit peu décevant. À voir peut-être si l'on en retrouvera quelques-uns sur le long terme. Dites-moi vous dans le chat, pensez-vous qu'Andy Serkis reviendra dans la saison 2 d'Andor? Rien n'est impossible. Faudrait juste qu'il apprenne le crawl, la brasse, le papillon, sur quasiment 1 kilomètre. Rien n'est perdu. Mais aussi à des éléments de vie jamais vus jusqu'alors, sorte d'Alcatraz version Star Wars grandiose et inventive, amenant enrichissement de cet univers. Étant au plus près des protagonistes, plusieurs séquences pourtant anodines appuieront également cette analyse. Réseau de prostitution lugubre, nuit d'amour sans lendemain, triste poésie d'un droïde orphelin, condamnation d'un juge désabusé, quotidien d'une famille meurtrie, volonté carriériste de l'Empire ou encore séquences de torture somptueuses, glaçant le spectateur. Si l'on pourrait revoir une part de l'idéologie de George Lucas issue de ses premiers opus, allégorie du nazisme et de leur cruauté, le filmer avec une telle force et 2 monologues impressionnants continue de me faire froid dans le dos. Un quotidien de l'Empire terrifiant. Jamais je n'aurais imaginé une telle force de non-dit dans la saga, en particulier portée par cette séquence et ponctuée d'un regard caméra ravageur. Petit aparté, je trouve même nombreuses similitudes dans la façon d'aborder politique et préparation d'une guerre imminente entre Andor et Game of Thrones, via le personnage de Mon Mothma ramenant à Coruscant, au Sénat, à la politique et aux dangers internes de l'Empire, certaines thématiques mêleront famille à justice, comme faire épouser ou non sa fille de 14 ans pour la cause, tradition politique qu'elle rechigne pourtant totalement. Je pense également à ces longues discussions lors de banquets et autres soirées mondaines, où les rires masquent l'envie réelle des opposants, se retourner contre l'Empire, établir des stratégies, manipuler, combattre le mal par le mal depuis l'intérieur de celui-ci, ce qui faisait souvent le charme de Westeros lors de ses premières saisons. Entre magouilles et jeux dangereux. C'est cette plongée au cœur de l'intime qui me fascina énormément dans Andor, bien aidé par un casting formidable, de Diego Luna à Stellan Skarsgård en passant par ma MVP du show, Denise Goss, prodigieuse de sadisme, et dont le regard et les mimiques furent en totale adéquation avec ce monde impérial. Dirigeante autoritaire, prête à tout, n'empêchant pas pointe de personnages torturés, comme on les aime, son évolution en saison 2 étant d'Heurchef l'un de mes plus grands espoirs, et peut-être déjà l'un de mes plus grands plaisirs. Et alors ce qui est intéressant, c'est que son personnage, même vis-à-vis de Cyril et de cette espèce de romance, ou en tout cas de cette espèce d'obsession, voilà, de ce côté un petit peu fanatique, très glauque, hein, qu'il peut avoir vis-à-vis de ce personnage-là, là aussi, on est dans quelque chose d'extrêmement réaliste, qu'on avait rarement vu, quelque chose d'inédit dans l'univers de Star Wars. Si, admettons, romance il y a entre les deux, cette romance brutale, un petit peu sadique, un petit peu glauque, un petit peu toxique, enfin, vraiment, il y a quelque chose d'assez sale, d'assez malsain qui ressort de ça, et c'était quelque chose qu'on avait rarement vu dans l'univers. Tout est définitivement développé comme quelque chose d'assez angoissant, d'assez oppressant. Si c'est pas une romance, hein, si c'est juste le fanatisme de Cyril qui est projeté par la vision de ce personnage pour l'Empire, bah c'est d'autant plus glauque, mais c'est vraiment pas mal. Le final de saison, bien plus viscéral, illustre d'autant plus ses perspectives. Amené par un superbe cortège et l'inspiration courageuse de Tante Pétunia, Marva Andor, et là où il aurait été facile de faire résonner la rébellion à grands coups de blaster et autres armes galactiques, cette montée en puissance sera filmée de façon ultra réaliste. Émeutes proches des corps, garde contre civils, bombes artisanales, coups et blessures de lutte, poussière et chaos ambiant assommant l'audience. Remarquons de plus que très subtilement, les Stormtroopers seront d'abord en arrière-plan, comme si l'ensemble de son combat, de cette scénographie et de ses actions devait prévaloir sur Star Wars, avant que la saga ne soit ramenée à sa propre condition et le génocide infligé par les soldats, reprenant d'ailleurs, de par cette configuration scénique, allure d'unité d'élite. Les morts s'enchaînent, la caméra s'y attarde longuement, comme lors de l'ensemble du show, rappelant aux spectateurs côté bref mais précieux d'une existence. Bien aidé par une bande originale remarquable, Andor rappelle que Star Wars n'est pas que du divertissement, mais aussi de réels moments forts en artistique et en émotion. Une fin amenant forcément à parler cinématographie et photographie, car oui, Andor s'affiche probablement comme l'œuvre la plus soignée que put proposer Star Wars depuis Mandalorian et Rogue One. Si elle reprend bien entendu côté sombre, sinistre et photographie terne presque sans espoir que Gareth Edwards dépeignait il y a 6 ans, la puissance visuelle du show et sa réalisation irréprochable et réfléchie en restent immense plaisir. Environnement plus réaliste,
pluie battante et atmosphère parfois proche d'un Blade Runner, cadrage et gestion des plans chirurgicaux, et même, ce qui m'aura le plus fasciné, façon de filmer certains plans d'ambiance comme si l'on filmait New York ou Los Angeles. Rien n'est laissé au hasard pour faire d'Andor portrait d'une nouvelle façon de gérer le lore, et ce sans compter côté contemplatif évident, se dotant de nombreux plans larges dans de véritables décors afin d'au mieux transmettre cette idéologie. Au final, les séquences les plus Star Warsiennes, bataille dans l'espace oblige, seront quant à elles magnifiques par une atmosphère exceptionnelle et une féerie que la série se permet en de rares occasions, mais quelles occasions! De la puissance tactique de Luthen à une représentation étoilée grandiose sublimant le braquage de Cassian Andor, quand Star Wars redevient guerre des étoiles, c'est superbe. Ah, je peux vous dire que c'est autre chose que Boba Fett ou Kenobi. Alors non, Andor ne sera pas à mettre entre toutes les mains, pouvant plaire ou déplaire selon votre relation avec la saga. Mais une chose est sûre, ce portrait se veut avant tout cru, intime et réaliste. Andor se payant également luxe de devenir regard de cet autre visage de la galaxie. La vraie galaxie, celle qui vivait à côté de nos aventures quand nous n'avions Dieu que pour Jedi et Sith. Comme un drame, un thriller, un contre-espionnage psychologique ne laissant rien au hasard et marchant sur les pas de Gareth Edwards et de son Rogue One. L'excellence de l'intime. Genre de merde. Voilà donc pour mon avis sur Andor, et dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette série ? Comme dit, il y a même pas 30 secondes, effectivement, je pense que c'est pas une série à mettre entre toutes les mains. Ça peut effectivement décontenancer. Il y a des gens qui vont adorer l'idée, il y a des gens qui vont adorer le projet, d'autres qui trouveront ça peut-être beaucoup trop lent, beaucoup trop long, qui ne retrouveront pas le Star Wars qu'ils aiment. C'est une véritable proposition. J'ai trouvé que c'était cruellement intelligent, même la scène post-générique avec les fins de la préparation de l'Étoile Noire par le prisme de petits robots qui ont été créés lors de la prison. Je trouve que c'est hyper riche, enfin c'est hyper créatif. C'est une série extrêmement créative. Après, à voir si vous aimez ce projet de création, ça c'est une autre chose. Moi j'attends la saison 2. On apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...